Dans les relations diplomatiques entre le Burkina et le Togo, il s'est passé un certain nombre de choses que je voudrais souligner. D'abord, lorsqu'à l'intérieur de la CEDEAO, les néocolonisés en chef ont voulu punir le Mali et le Burkina, même la Guinée, le Togo de Faure Gnassingbé, qui n'est pas un président démocratiquement élu, il est arrivé au pouvoir par coup d'État, un coup d'État par héritage d'un régime france-africain. Le Togo de Faure Gnassingbé quand même s'est démarqué des autres pays de la CEDEAO en refusant d'être solidaire des sanctions infligées au Mali, des sanctions infligées au Burkina. Et il a adopté la même attitude à propos des sanctions infligées par la CEDEAO au Niger. Vous pouvez vérifier ce que je dis par les prises de position de la diplomatie togolaise chaque fois que ces sanctions ont été prises. C'est pour cela que Faure Gnassingbé a été le médiateur du conflit ivoiro-malien et c'est lui qui a facilité la libération des 49 mercenaires d'Alassane Dramane Ouattara au Mali. Il a été également dans la facilitation du conflit burkinabéo-burkinabé, puisque c'est lui qui a récupéré Paul-Henri Sandaogo Damiba quand celui-ci a été viré du Burkina par ses compagnons du MPSR, Sandaogo Damiba qui vit son exil à Lomé. Vous devez aussi savoir qu'aux premières heures de la mise en place de l'embargo de la CEDEAO contre le Niger, eh bien, Faure Gnassingbé s'est positionné contre cet embargo et a plutôt cherché à favoriser une discussion avec le général de brigade Abou Draman Tiani, qu'il a rencontré. Il faut que vous le sachiez. D'où les positions qui s'en sont suivies. Le Togo n'a pas appliqué l'embargo. Le port de Lomé est ouvert au Niger. Le Togo s'est proposé de sécuriser l'aide humanitaire que les Nations Unies veulent donner au Niger. Le Niger a refusé que l'aide humanitaire passe par le Bénin. Parce que le Bénin s'est positionné sous talon à la tête de ceux qui veulent faire la guerre. Mais le même Niger a accepté que l'aide humanitaire passe par le Togo sous le contrôle d'une part du Togo et des autorités nigériennes pour que dans cette aide humanitaire, bien sûr, il n'y ait pas des armes de guerre. Ce sont des faits. Ce sont des faits que je suis en train de vous rapporter. Quand on veut juger d'un régime politique, moi je suis opposé à la dictature en Afrique. Par conséquent, je suis opposé à la dictature togolaise. Mais cette opposition à la dictature en Afrique et à la dictature togolaise ne doit pas m'amener à être aveugle aux actes que cette dictature peut poser et qui ont un impact positif sur le plan de la lutte continentale. C'est une faute d'un point de vue moral, éthique et spirituel. Quand on fait une analyse, ne pas reconnaître, même à son adversaire, éventuellement, des qualités. Vous me connaissez quand j'analyse la dictature du Cameroun, mon pays natal. J'ai toujours souligné ce que cette dictature fait et qui peut avoir un impact positif sur les populations africaines en général, ou même le peuple camerounais en particulier, et ce qui est fait par cette dictature d'inacceptable. Dans le cas d'espèce, quelle que soit la manière de retourner l'affaire, vous ne pouvez plus dire aujourd'hui que le Togo de Faure Gnassingbé est un des régimes qui agresse le Mali, un des régimes qui agresse le Burkina, un des régimes qui agresse le Niger. Ces dernières années, il a posé des actes qui indiquent qu'il ne veut plus être comptable du système d'agression organisé par la puissance coloniale et néocoloniale française et les puissances impérialistes occidentales contre les pays voisins. Par le passé, et là je conteste la thèse du ministre Robert Dussé-Comlan dans son intervention à l'ONU. Dans le passé, le Togo a servi de plaque tournante de la déstabilisation des pays voisins. Des déstabilisations qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, des déstabilisations qui ont eu lieu au Burkina ou ailleurs, même au Libéria, ont été également organisées à partir du sol togolais. Ça, c'est documenté. Mais dans la période qui nous intéresse actuellement, qui n'est pas la période des années 80, des années 90, ou du début des années 2000, où M. Yadema était là, et pilotait encore ce rôle
de grands pions de la France-Afrique dans la déstabilisation locale, le président Faure a tenté de se démarquer de cet héritage. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'en démarque? Mais en fait, parce que, qu'il le veuille ou non, il appartient à une génération qui, comme celle d'Ali Bongo, ne peut plus comprendre que tout ce qui se fait en Afrique se fasse sous les ordres de Paris. C'est ce qui s'est exprimé même dans les prises de position d'Idriss Déby vers la fin de sa vie. Lui qui avait été imposé aux Tchadiens par le néocolonialisme français, s'était mis ouvertement à le critiquer. D'accord? Donc il faut que vous preniez, et je m'adresse ainsi à mes frères et sœurs de l'opposition togolaise. J'ai vu qu'un certain nombre d'entre eux, parce qu'il m'arrive de faire des analyses pour dire que oui, telle chose que le gouvernement togolais de Faure Gnassingbé a faite est acceptable et telle autre non. Ah non, ça veut dire que ils m'ont acheté. Ils m'ont acheté où? Si je devais être acheté, moi, Franklin Nyamsiwa, Cameroun, mais je serais un grand ministre de mon pays natal, le Cameroun. On commence par être acheté là où on est né. L'argent de mon pays natal, le Cameroun, est dans les mains de Biya là-bas. Je n'ai pas accepté d'être acheté. C'est le Togo qui va m'acheter. Je me suis retrouvé au cœur du pouvoir ivoirien, aux côtés de mon ami, compagnon, Guillaume Kibafori Soro. Alassane Ouattara nous a proposé de rester. Et on aurait eu tout ce qu'on pouvait avoir sur cette terre des hommes, en restant aux côtés de Ouattara pour lui servir comme des vassaux. Guillaume Soro et nous, ses compagnons, on a refusé. C'est le Togo là qui va m'acheter, là où le Cameroun n'a pas pu. C'est le Togo qui va m'acheter, là où la Côte d'Ivoire de Ouattara n'a pas pu. Non, respectez-nous. Respectez-nous un temps soit peu. Et écoutez ce que nous vous disons. Bon, le Togo là de Faure Gnassingbé n'est pas associé à la déstabilisation du Mali. C'est pour ça que Faure Gnassingbé a ses entrées au Mali et que son ministre des Affaires étrangères a reçu la plus haute médaille du Mali. Mais je ne vois pas les gens là en train de s'attaquer aux autorités maliennes parce qu'elles ont donné la médaille de commandeur. Commandeur à titre étranger de l'ordre national malien. Vous pensez que le président Assimi Goïta peut donner cette médaille de commandeur de l'ordre national malien à un Togolais associé aux ennemis du Mali? Vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'Assimi Goïta peut faire ça? Non. Voici ce qui vient de se passer au Burkina. Voici ce qui vient de se passer au Burkina. Et là, je l'ai découvert en lisant tout à l'heure la page du ministre de Faure Gnassingbé des Affaires étrangères. Le Burkina Faso a invité le président Faure Gnassingbé, le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, a invité le président Faure Gnassingbé du Togo à être le patron de la 12e promotion de l'Institut des hautes études internationales INHEI de Ouagadougou. Et voilà comment Faure Gnassingbé s'est fait représenter là-bas par son ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Dussé-Komé. Je repose la question à mes amis et frères togolais. Le président Ibrahim Traoré accepte que le président togolais Faure Gnassingbé soit le patron de la 12e promotion de l'Institut des hautes études internationales de Ouagadougou. Qu'est-ce que vous dites à Ibrahim Traoré? C'est parce qu'Ibrahim Traoré, du point de vue des relations internationales, reconnaît que Faure Gnassingbé ne fait pas partie de ceux qui veulent déstabiliser le Burkina, attaquer le régime burkinabé ou le faire tomber. C'est pour cela qu'il l'invite. Oui ou non? Et voici quelques-uns des propos tenus par le ministre Robert Dussé-Komé devant la promotion numéro 12 de l'Institut des hautes études internationales de Ouagadougou. Je le cite. Le Burkina Faso d'abord. Il dit, représentant M. Faure Gnassingbé, président de la République, patron de la 12e promotion de l'Institut des hautes études internationales de Ouagadougou, j'ai tenu à rappeler aux diplômés ceci. Le Burkina Faso d'abord. Ne trahissez pas la nation burkinabé. Ne trahissez pas Thomas Sankara. Seuls les intérêts du Burkina Faso sont importants, pas vos intérêts personnels ou partisans. Éloignez-vous de ceux qui veulent vous diviser. Méfiez-vous de ceux qui veulent vous manipuler. Choisissez vous-même vos amis. Ne laissez pas quelqu'un d'autre choisir vos amis ou vous dire ce que vous devez faire. Soyez fiers de votre pays, de votre nation, de vos dirigeants. Soyez des dignes fils et filles du pays des hommes intègres. L'Afrique tout entière vous regarde. Voilà les propos tenus par le ministre des Affaires étrangères de Faure Gnassingbé devant les étudiants burkinabés avec la bénédiction du président du Faso, Ibrahim Traoré, et en présence de plusieurs ministres. Je regarde la photo là,
J'ai reconnu plusieurs ministres qui étaient présents. Le ministre malien des Affaires étrangères était présent, l'ambassadeur Abdoulaye Diop. La ministre, bien sûr, la ministre burkinabé des Affaires étrangères, Olivia Rwamba, était présente. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, le ministre Yaou Sangaré, était présent. Et le ministre d'État, l'homme du mois de septembre 2023 en Afrique et au Burkina Faso, eh bien, le ministre d'État Bassolma Bazié était présent. Ils étaient présents lors de cette allocution tenue par l'homme de Fort Gnassingbé. Alors, donc, je voudrais vous amener à constater que les deux pays, entre-temps, ont commencé à coopérer dans la lutte contre les terroristes. J'espère que vous savez que le Burkina a donné, le président Ibrahim Traoré a donné à l'armée togolaise le droit de pourchasser les terroristes en territoire burkinabé. Et même pratiquement au-delà de 50 km à l'intérieur du territoire. L'armée togolaise a le droit de pourchasser les terroristes qui ensanglantent le nord du Togo. Jusque plus de 50 km à l'intérieur du Burkina. De la même façon, l'armée burkinabé a reçu le droit de pourchasser les terroristes qui ensanglantent le sud du Burkina Faso, au besoin 50 km à l'intérieur des frontières togolaises. Est-ce que vous le savez? Je vous en informe. Ça, c'est ce qu'on appelle des faits. Maintenant, revenons sur les propos du ministre Robert Dussé. Il faut comprendre pourquoi ils s'entendent. Qu'est-ce qui pousse Fort Gnassingbé à se rapprocher d'Assimi Goïta et à se rapprocher d'Ibrahim Traoré et à se rapprocher de Tiani? Qu'est-ce qui le pousse? Il a, je l'ai déjà dit, trois raisons. La première raison, c'est qu'il n'a pas une légitimité politique interne suffisante. Il sait qu'une bonne partie, une majorité de son peuple lui est opposée. Fort Gnassingbé le sait. Que si jamais il était victime d'un coup d'État, son peuple se réjouirait massivement. Fort Gnassingbé le sait. Ça, c'est son premier point faible. Il a un deuxième problème, c'est que, n'appartenant pas à la génération de son père, Étienne et Yadema, qui obéissaient le doigt sur la couture aux 4 volontés de Paris, il a pris l'habitude de prendre des initiatives sans en référer aux anciens maîtres colons. Ceci a fini par les fâcher contre lui. Il est en froid avec l'ancienne puissance coloniale parce qu'il n'obéit pas, il ne se soumet pas aussi promptement que son père le faisait. Et ça vient du fait qu'il est d'une génération qui n'a pas été colonisée. Il faut que vous compreniez que les dirigeants africains, même quand ils ne sont pas des opposants, ils ont du mal avec le néocolonialisme. Parce qu'en fait, ayant fait, pour ainsi dire, les mêmes études, vécu dans le même monde, et certains d'entre eux appartenant à la haute bourgeoisie depuis leur enfance, c'est le cas des Ali Bongo, des Fort Gnassingbé, ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Ils ne comprennent pas que des gens qui sont même nés dans des familles moins riches qu'eux les commandent à l'échelle de la planète. Leur commande à l'échelle de la planète, d'accord? Donc il a ce problème-là, c'est que il n'est pas soumis, il n'est pas obéissant, comme l'était son père. Son père obéissait déjà parce que son père avait été formaté par les colons à l'intérieur de l'armée française. Étienne et Gnassingbé et Yadema étaient un soldat, un sergent, un soldat de l'armée française. Il a été habitué à obéir à ses maîtres. Fort n'a pas connu cette expérience. Donc, il appartient à une génération qui obéit mal et qui n'obéit même pas toujours. Et cela lui a valu d'être en froid avec ses maîtres. D'accord? Conséquence. Il a un troisième problème. C'est que les terroristes qui attaquent le Mali, les terroristes qui attaquent le Burkina, les terroristes qui attaquent le Niger, le Nigeria, mais il leur a été donné les moyens d'attaquer le Togo. Le nord du Togo est attaqué. Parce que Fort n'est pas pressé d'accorder le territoire togolais comme base aux forces otaniennes. Ça, c'est son quatrième problème. Le fait qu'il ne soit pas pressé de livrer tout le territoire togolais pour servir comme base aux forces de l'OTAN, lui vaut une fragilisation par les terroristes. Vous avez constaté cela, oui ou non? Le nord du Togo est attaqué. Et Fort sait que ce sont ceux qui attaquent le Mali, ceux qui attaquent le Burkina, ceux qui attaquent le Niger pour contrôler l'or, l'uranium, le pétrole, le gaz, le lithium, le manganèse de tous ces pays-là. Ce sont les mêmes qui attaquent le Togo. Donc il a fini par venir à l'évidence que si, en fait, il voulait continuer d'être président, il lui faudrait construire des alliances sous-régionales
pour vaincre les terroristes sans s'appuyer sur ceux qui les ont fait venir. Est-ce que vous comprenez? Voilà son quatrième problème. Donc, il a décidé de nouer des alliances sous-régionales en désobéissant à ceux-mêmes qui sont à l'origine du pouvoir des Eyadema. Parce que son père, Étienne, a pris le pouvoir sous l'impulsion, sous la bénédiction et sous les ordres du colonialisme français. Lui-même, quand il a fait sa succession de coups d'État pour prendre le pouvoir, c'était avec la même bénédiction. Même quand il a fraudé aux élections, il a toujours été accompagné. Maintenant, c'est dur. La relation est devenue tendue. D'accord? Vous devez comprendre pourquoi il change. Vous devez comprendre pourquoi il change. Alors, je reprends les propos du ministre Robert Dussé, mon vieux pote de la fac d'Abidjan. Il dit au Burkinabé, le Burkina Faso d'abord. Ok, mais il faut appliquer ça au Togo. Le Togo d'abord. Donc, il faut libérer tous les prisonniers politiques. Ce que vous demandez aux Burkinabés de faire chez eux là, mais faites ça chez vous d'abord. Vous êtes au pouvoir. Vous avez tout pouvoir de changer le visage du Togo. Ne trahissez pas le peuple burkinabé. Mais écoutez, quand vous fraudez aux élections, quand vous emprisonnez les opposants, vous trahissez le peuple togolais. Bon, mon frère Robert Dussé dit ne trahissez pas Thomas Sankara. Ok, il dit ça au Burkinabé, ça c'est très bien. Mais qui est le Thomas Sankara du Togo? C'est Sylvanus Olympio qui a été éliminé par Gnassingbé Eyadema. Oui ou non? Moi je dis que c'est intéressant. C'est intéressant que le gouvernement de Faure Gnassingbé veuille s'intégrer dans le panafricanisme, mais il va en profiter pour prendre conscience de ses contradictions. Mais le Sylvanus, le Thomas Sankara du Togo, ce n'est pas Faure Gnassingbé. Le Thomas Sankara du Togo, ce n'est pas Étienne Gnassingbé Eyadema. Le professeur Robert Dussé conviendra avec moi que le Thomas Sankara du Togo, c'est le président Sylvanus Olympio, qui a été assassiné par le régime Eyadema. D'accord? Et donc, c'était une grande trahison. Le ministre Dussé dit au Burkinabé, éloignez-vous de ceux qui veulent vous diviser. En effet, mais les Togolais sont divisés. Est-ce qu'ils se sont éloignés de ceux qui veulent les diviser? Avez-vous repris tous vos frères dans vos mains? Monseigneur Podro est en exil. Monseigneur Abbé Omé Kodjo est en exil. Oumolou est en prison. Est-ce que vous les avez repris dans vos mains pour dire que vous êtes un modèle? Parce que quand tu t'en vas prêcher l'unité chez le voisin, pratique-la chez toi. Ça me rappelle une scène de mon enfance qui m'a beaucoup marqué, que je vais vous raconter. Moi, j'ai beaucoup appris en observant les gens. J'ai grandi dans une famille de religion témoins de Jéhovah. Et les témoins de Jéhovah ont une habitude, c'est parmi leurs occupations dans la semaine, ils ont un moment où ils s'en vont faire la prédication. C'est-à-dire proposer leur compréhension de la Bible à leurs semblables. La prédication. Vous voyez les témoins de Jéhovah qui se promènent avec leur Bible, leur brochure. Ils se partagent en petits groupes qui vont visiter les personnes disponibles pour discuter de la Bible avec ces personnes et essayer de les convaincre de rejoindre la religion des témoins de Jéhovah. Alors, dans le quartier de mon enfance où j'ai grandi, à Bassa, à Bédi, un jour, il y avait deux témoins de Jéhovah, dont un vieux, dont je ne citerai pas le nom, parce que je ne veux surtout pas, ici, je ne veux pas parler de lui pour l'exposer, je ne sais pas, à la moquerie des réseaux sociaux, mais il y avait un vieux témoin de Jéhovah qui était en train de prêcher. Il était en train d'expliquer que dans la vie, il faut pratiquer l'amour, le pardon, la charité, etc. Donc, il faisait la prédication en Bassa, quoi. Puisqu'on est à Bassa, c'était un quartier où beaucoup de gens parlaient Bassa, ils prêchaient en Bassa. C'était très intéressant, jusqu'au moment où il y a un ballon, un tir qui a été déclenché par des enfants qui jouaient à côté, et le ballon est venu taper la Bible que le vieux tenait, et l'a fait tomber. Alors là, le vieux est entré dans une colère pas possible. Il a maudit les enfants, il a utilisé tous les noms d'oiseaux. Langinan, Bonba Satan, il les a maudits d'une manière incroyable. Moi, j'étais assis là, j'avais 11 ou 12 ans, je le regardais de loin. Ce qui m'a impressionné, c'est que le vieux, après avoir maudit les enfants là, a ramassé sa Bible, il a dépoussiéré sa Bible et puis il a continué. il a continué son discours de paix, du pardon, de l'amour, etc. J'étais dépassé par le vieux là. J'ai dit, merde! Oui, c'est le vieux ce qui vient de dire, du Landinan, vos mamans, enfants maudits.
C'est le vieux là qui vient de reprendre, il a ramassé la Bible et il a continué comme si c'est... C'est-à-dire qu'en fait, le vieux a été visité par le diable en direct. Il a repris la Bible et il a continué l'œuvre de Dieu. Mais une minute avant, il avait des propos diaboliques, diaboliques. Bon, cette scène-là que je n'ai jamais oubliée, la scène de la contradiction entre les actes et le discours, mais écoutez, c'est cette scène-là qui caractérise malheureusement le positionnement de la diplomatie togolaise au Burkina. Mon Dieu, si ce que le ministre Robert Dussé, mon frère Robert Dussé, si ce qu'il a demandé aux Burkinabés de faire là, voilà, s'ils font même 50% de ça au Togo, le Togo sera heureux. Le Togo sera heureux si on arrête les discours de division. Si on ne laisse pas quelqu'un d'autre venir opposer les Togolais les uns aux autres. Le Togo sera heureux si ce sont des hommes et des femmes intègres qui le dirigent. Donc, comment moi je prends cette deuxième question d'actualité? Je dis que, premièrement, soyons justes. Pour des raisons politiques internes, le président Faure Gnassingbé et son gouvernement se sont positionnés en faveur de la lutte du peuple malien, de la lutte du peuple burkinabé, de la lutte du peuple nigérien. Ça, reconnaissons-le leur. Mais, disons-leur immédiatement que les valeurs qu'ils ont promues dans ce changement diplomatique, tout à fait louable, notamment avec le discours à l'ONU, où le ministre togolais des Affaires étrangères a dit qu'ils sont opposés à la guerre contre le Niger. Eh bien, il faut que ce changement se traduise sur le plan de la politique intérieure. Et il faut que les dirigeants des pays voisins, donc devenus amis du Togo, encouragent le président togolais, lui aussi, à pratiquer les principes qu'il promeut dans la sous-région, qu'il les pratique chez lui. Alors, le jour où Faure Gnassingbé commencera à pratiquer ces principes au Togo, d'abord, il remettra en cause le dogme qu'il a dans son esprit. Le principal dogme qu'il y a dans l'esprit de Faure Gnassingbé, c'est de penser qu'il doit, tout le temps qu'il sera vivant, être président du Togo. Il faut qu'il se débarrasse de cette idée dogmatique qui va coûter cher à sa personne et à son régime, tôt ou tard. Le pouvoir n'appartient pas à la famille Eyadema. Ça, c'est le premier dogme. Il faut que le président Faure guérisse de cela. Deuxième dogme. Quels que soient les problèmes et les tragédies qu'il y a eu entre les hommes et les femmes du même pays, de la même nation, il faut passer par la vérité et la justice avant d'aboutir à la réconciliation et à la paix. Il faut donc accepter d'en parler. Il faut accepter d'en discuter. Il faut accepter d'écouter toutes les parties. Mais il faut faire cela pour sauver le pays. Par conséquent, ceux qui vont mener les processus de vérité et de justice doivent être des réconciliateurs, des pardonneurs pour sauver le pays. Aucun pays ne s'est redressé dans ce monde par des règlements de compte indéfinis. Aucun pays de ce monde ne s'est redressé par des règlements de compte indéfinis entre ses enfants. Même dans mon pays natal, le Cameroun. Si je veux la vérité et la justice, je ne veux pas une logique de règlement de compte à l'infini. Dans ma terre adoptive de Côte d'Ivoire, si je veux la vérité et la justice, je ne veux pas une logique de règlement de compte à l'infini. Pas par faiblesse, mais par compréhension intellectuelle et spirituelle du processus du redressement politique. Il faut la vérité et la justice, mais il ne faut pas la vengeance indéterminée. Alors donc, il faut que le président Faure se mette dans un état d'esprit qui favorise la prise de conscience de toutes les Togolaises et de tous les Togolais de la nécessité d'une vérité et d'une justice mise au service du pardon et de la réconciliation. C'est comme cela que le Togo pourra sortir grandi. Eh bien, des 60 années et plus, des 63 années de violence, de misère, de mensonges et de pillage qu'il a connu jusqu'ici. Et il faut que le président Faure commence à faire le deuil du pouvoir clanique, du pouvoir familial, du pouvoir appartenant à un homme, une famille. Ce n'est plus possible, monsieur le président. Regardez ce qui est arrivé à votre frère Ali Bongo. C'est ce qui est arrivé à Déby et ça va arriver à son fils.
C'est ce qui va arriver en Guinée équatoriale. Au fils au bien. Il est temps de vous dépouiller du mythe du pouvoir à vie et de la confiscation du pouvoir. C'est important. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, quant à ceux qui, dans l'opposition togolaise, quand on souligne des choses positives que fait la diplomatie togolaise, viennent tout de suite sériner un dogmatisme. Je voudrais leur dire que je comprends pourquoi ils sont coincés. Je comprends pourquoi ils n'ont pas de marge de manœuvre. Parce qu'ils ne sont même pas capables de comprendre que la lutte politique est une dialectique. Il faut précisément utiliser les meilleurs points de l'adversaire pour le mettre face à ses responsabilités et l'obliger à reculer. Ah, mais s'ils disent ceci, ne trahissez pas Sankara. Bon, ne trahissons pas Sylvanus Olympio. Éloignez-vous de ceux qui veulent vous diviser. Arrêtons la division, arrêtons d'utiliser chacun des pas qu'ils font vers un discours acceptable pour les mettre face à leurs responsabilités à l'intérieur de leurs frontières. Voilà une méthode de travail digne d'une opposition qui a aussi en mémoire le fait que certains de ses leaders étaient les anciens caciques du régime Eyadema. Je le dis à mes frères togolais. Moi, je suis un intellectuel politique. Donc, quand j'étudie une situation politique, je maîtrise bien les nuances. Le régime Eyadema qui est là, il a survécu parce que certains de ceux qui sont les grands leaders de l'opposition aujourd'hui étaient les grands caciques de ce régime hier. Il ne faut pas qu'ils oublient ça. Quand vous oubliez ça, vous avez tendance à faire comme si vous étiez des anges et que les autres n'étaient que des diables. Pourtant, vous étiez avec eux. Donc, il faut faire preuve d'humilité, même quand on est dans l'adversité. Il faut faire preuve d'humilité et prendre un miroir et bien vous regarder vous-même quand vous parlez. Car il faut que vos paroles fassent honte à vos actions. Voilà ce que je veux dire sur ce sujet.